inviter pour la conclusion de cette matinée de rencontre Anaïs Voïguilis, qui est docteur en géographie de l'Institut français de géopolitique. Elle est également chercheuse et elle va donc venir conclure cette matinée d'échange. Je vous laisse me rejoindre, Anaïs. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je vous laisse le pupitre. Je peux enlever mon masque ou... Vous pouvez, absolument. J'ai l'honneur de faire partie des gens qui ont réussi à avoir le Covid et la 3e dose en même temps, donc j'ai un double pass vaccinal à moi toute seule. Ça devrait bien se passer. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. C'est très compliqué de clôturer des événements quand on est un chercheur et s'adresser à des industriels, parce qu'on est finalement parfois deux mondes qui avons aussi du mal à se parler, à se comprendre, alors que finalement on partage des objectifs communs. Et je suis très contente d'être là parce que on est dans un contexte un peu particulier où on est encore dans une crise sanitaire qui, malgré l'optimisme de beaucoup, pourrait quand même se doubler d'une crise économique. Même si beaucoup de choses vont dans le bon sens, on est quand même dans une situation économique assez particulière qui va susciter beaucoup de vigilance dans les mois et années à venir. Mais je suis très contente parce qu'on a enfin pris conscience de la double dépendance de la France, qui est à la fois une dépendance productive, on en a beaucoup parlé pendant la crise, mais qui est aussi une dépendance numérique. Et à l'heure où tout le monde nous parle d'industrie 4.0, ça me semble toujours important de rappeler qu'on a aussi besoin de développer des outils et des solutions qui soient françaises ou européennes en termes de maîtrise de la data et de bien d'autres choses. On l'a vu, cette dépendance productive, elle est revenue sur le devant de la scène avec énormément de violence dans le cadre de cette crise, puisqu'on a eu des ruptures d'approvisionnement sur des choses qui semblaient finalement très secondaires. D'ailleurs, il y a eu encore des débats sur la nécessité, la pertinence de produire ou non des masques en France. Mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'on avait des ruptures d'approvisionnement dans le domaine médical, dans beaucoup de biens de première nécessité, que la France était de plus en plus une économie capable de produire certaines matières premières, mais de les exporter pour être transformées, et une terre d'assemblage. On a aussi vu, constaté que certaines usines dont on avait besoin pour produire certaines matières avaient fermé très récemment dans les cinq dernières années sur le territoire français ou européen, et que finalement tout cela s'était fait dans une sorte de silence assez assourdissant. Et puis, on s'est rappelé avec une sorte de violence et aussi un appel à l'humilité que la France était aujourd'hui le pays le plus désindustrialisé de la zone euro. Alors, je dis tout ça, ça plombe toujours un peu l'ambiance. On s'est dit, bon, elle n'est pas venue forcément nous porter un message de joie, mais tout au contraire, je crois que justement, on est dans une période charnière où on a enfin compris l'intérêt d'avoir une industrie puissante et durable au service de nos intérêts, au service du financement de notre modèle social et au service du financement de nos ambitions, qu'elles soient nationales ou internationales. Réindustrialiser, c'est d'abord une histoire de souveraineté, c'est la question de l'indépendance d'un pays dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe, et on voit bien que dans les semaines, voire mois à venir, les choses ne vont pas se calmer, que si on regarde la situation en Ukraine ou ce qui se passe en Asie, avec notamment la question de Taïwan et son rapport à la Chine, avec toute la question de l'industrie électronique et des semi-conducteurs. Et c'est la capacité, la souveraineté d'un État à n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté. Et on se rend compte que bien la souveraineté, on en a un petit peu perdu aujourd'hui, puisqu'on a, en perdant des points clés de notre chaîne de valeur, on se rend dans une situation de dépendance des autres. La réindustrialisation, c'est aussi un enjeu de souveraineté, pas de souveraineté, pardon, de cohésion des territoires, excusez-moi. Pourquoi cohésion des territoires? C'est que l'industrie, plus que n'importe quel autre secteur, est capable de générer des emplois indirects et des emplois induits dans les territoires. On considère généralement qu'un emploi direct dans l'industrie génère 2 à 3 emplois indirects, c'est-à-dire chez les sous-traitants qui travaillent pour les usines, mais aussi les emplois induits, parce qu'on sait très bien qu'une usine, eh bien, en général, on sait aussi des histoires, des familles qui viennent, c'est parfois la capacité à maintenir des classes, c'est toute une vie qui se crée autour de cette usine, et ça appelle aussi à penser les politiques industrielles bien au-delà de nos sites industriels, d'avoir une vision désilotée de la question industrielle, d'y intégrer des questions d'infrastructure, d'innovation, parce que la question qu'on voit actuellement émerger sur l'énergie nous montre bien que si on n'est pas capable d'avoir cette vision plus globale, alors la réindustrialisation limitée à la question des sites industriels sera un vœu pieux. C'est aussi une question d'environnement.
parce que la France, par son mix énergétique largement décarboné par rapport à d'autres pays, peut permettre d'avoir une industrie beaucoup plus vertueuse sur le plan environnemental. Et puis, ça pose aussi beaucoup de questions derrière sur le coût complet d'acquisition que les gens oublient. On raisonne très souvent au coût d'achat quand on achète un bien industriel, mais on ne réfléchit pas au coût de détention des stocks, au coût du transport, même si quand on voit la taille d'un cargo, on se dit que le coût du transport est marginal, mais si les choses se rééquilibrent en intégrant les questions environnementales, le transport pourrait ne plus devenir une variable marginale. Et puis, c'est aussi une question d'équilibre commerciaux. Je le rappellerai ici, mais je ne sais pas si c'est nécessaire, la France a aujourd'hui la balance commerciale la plus dégradée d'Europe, mais largement la plus dégradée, c'est-à-dire on n'est pas à moins 10 ou moins 15 milliards, on s'approche dangereusement des moins 100 milliards de déficits commerciaux, ce qui, à partir de là, remet aussi en cause notre capacité à négocier avec les autres, l'image du pays. On est en train de s'affaiblir considérablement et on met en danger notre capacité à préserver un modèle social auquel, je crois, tout le monde est attaché. Mais réindustrialiser, ça va comprendre de nombreux défis. Je pense que ça ne surprendra personne, mais on est très, très enthousiaste en ce moment, mais on ne revient pas sur 40 ans de désindustrialisation en 1 ou 2 années. On a une désindustrialisation profonde, et donc le chemin vers la réindustrialisation va forcément être long, complexe et coûteux, parce qu'il se joue aussi dans un moment où on a besoin de lutter contre le réchauffement climatique et donc il va demander une adaptation de nos sites industriels, mais aussi des modèles économiques de nos entreprises et plus largement des habitudes de consommation. Et nous sommes qu'au début d'un mouvement qui va, à mon avis, avoir des impacts sociétaux conséquents. Alors cela nécessite, de se redoter d'une vision et pas seulement des politiques industrielles. Et une vision, c'est là où on veut aller collectivement. C'est pourquoi on veut une industrie forte. Quel type d'industrie? Comment on la rebâtit ensemble? C'est pas seulement des politiques industrielles. Si la nation ne se met pas en mouvement derrière un projet de société partagé et dont on aura débattu démocratiquement, alors on risque toujours d'être sur des aléas politiques. Se dire aujourd'hui l'industrie est importante, mais qu'est-ce qui nous dit que dans 5 ans, en 2027, avec un changement de majorité, on n'aura pas d'autres ambitions et d'autres préoccupations que préserver un tissu industriel solide. Il faut sortir le temps industriel du temps politique, parce que le temps industriel nécessite forcément du temps long, et de prendre le temps de se concerter, c'est vraiment important à une époque où on est plus divisé que jamais. C'est rebâtir des écosystèmes industriels puissants. Et pour rebâtir un écosystème industriel puissant, on n'a pas besoin d'aide publique. On peut avoir besoin d'aide publique, mais le cœur battant de l'industrie, c'est pas le montant d'aide qu'on va mettre sur la table, c'est la demande pour les produits industriels, et notamment les produits industriels français. Ça passe par la commande publique, ça passe par le B2B, c'est-à-dire le fait que chaque acteur industriel, plutôt que de se tourner vers l'étranger, fait l'effort de se tourner en priorité vers un acteur national, en voyant tout le bienfait que sera sur l'écosystème et sur plus on se tourne vers ses proches, plus on a aussi des réflexions après sur les volumes et on peut raisonner aussi sur les économies d'échelle. Et c'est le B2C, c'est le consommateur qui à un moment va se tourner de préférence vers le Made in France plutôt que des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que s'il n'y a pas de demande pour les produits français, alors les montants d'aide vont être perdus définitivement, et c'est de l'argent qu'on n'aura pas mis finalement pour faire d'autres choses. Il faut prendre conscience que la réindustrialisation, c'est quelque chose de collectif et qu'il faut qu'on rebâtisse ensemble cette industrie et pas les uns contre les autres. Il y aura aussi des défis derrière ça, le défi de la modernisation de l'outil productif et de la décarbonation. C'est poursuivre la démarche qui a été entamée dans le cadre du plan de relance. Je crois qu'on n'a jamais autant investi dans nos usines et il faut continuer cet effort puisque c'est à la fois un moyen d'aller chercher des leviers de différenciation mais aussi de gagner quelques points de compétitivité. C'est des réflexions sur l'innovation et encore cette recherche de leviers de différenciation dans un contexte géopolitique qui va être complexe parce qu'il ne faut pas être naïf. Nous avons une première naïveté que nous payons aujourd'hui très cher, c'est que nous avons cru qu'en se désindustrialisant, on pouvait miser sur les tâches amont et aval à la production et qu'on n'avait pas besoin d'usines sur le territoire pour préserver notre souveraineté et notre cohésion territoriale. Et puis maintenant, on se dit on va réindustrialiser, mais on va miser sur les produits à haute valeur ajoutée. Mais il faut se dire que le monde entier, tous les pays qui aujourd'hui misent sur leur industrie ont envie d'aller vers ces stratégies de produits à haute valeur ajoutée. Et puis on se dit aussi, là derrière ça, il y a aussi une forme de méconnaissance de l'industrie. On se dit, bien, misons sur ces quelques produits à haute valeur ajoutée, et puis on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ces produits.
On ne pense pas à toute la chaîne de valeur, à tous les industriels qui permettent d'atteindre ces buts, en se disant parfois ces industries un peu vieillissantes. Je pense que la production de matières premières, les industries de l'aluminium sont aussi concernées là-dessus. J'ai des discussions de gens qui m'ont dit mais on va pas continuer à produire de l'acier en France, voyons, ce n'est pas l'avenir. Mais il faut comprendre que derrière ces productions, il faut l'expliquer, alors je vais l'expliquer à vous, mais vous le savez mieux que moi, mais il faut aussi prendre le temps dans ce débat sur la réindustrialisation d'expliquer que si on ne maîtrise pas ces briques de base, eh bien on peut toujours vouloir aller produire des produits à destination de la santé, du high-tech, etc. Mais finalement, nous ne serons que des assembleurs et c'est pas ça qui nous permettra de créer assez de valeur sur notre territoire. J'essaye de contrôler le temps pour pas être trop longue non plus, parce que après une matinée de débat, vous avez sûrement peut-être envie de faire autre chose que de m'écouter trop longtemps. Mais en tout cas, il ne faut pas être naïf. Et la naïveté, il faut aussi aller plus loin. C'est-à-dire, il faut maintenant, et c'est ce qu'a dit l'intervenant juste avant moi, donc je vais peut-être le paraphraser un peu, il faut obliger aussi à de la réciprocité dans les échanges internationaux. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à nos industriels de mettre des hauts standards environnementaux auxquels tous les consommateurs et tous les citoyens aspirent et en même temps laisser entrer sur notre territoire des produits qui ne sont pas confrontés aux mêmes exigences environnementales et sociales. On crée du déficit de compétitivité et au final, eh bien, au lieu de rebâtir notre industrie, nous allons la détricoter et nous ne résoudrons pas le problème de la crise environnementale avec ces choix. Donc moi, je ne parle pas de protectionnisme parce que je pense que le protectionnisme, c'est pas forcément le bon débat, mais c'est bien de mettre de la réciprocité dans les échanges internationaux. On met des normes sur notre territoire, et bien que les produits qui rentrent sur notre territoire soient confrontés aux mêmes normes. Et j'ai bien conscience que ça va poser d'énormes questions de pouvoir d'achat, ça va poser des questions aussi peut-être de sobriété dans ce contexte environnemental, ça va poser des questions de compétition, de rivalité géopolitique, mais si on ne se pose pas ces débats, ces questions, si on ne prend pas le temps de ce débat, alors on passera, à mon avis, à côté de la réindustrialisation. C'est, je le dis, important de comprendre aussi ces filières dans leur valeur, avoir une approche systémique. C'est ce qu'a fait la Chine, et la Chine n'est pas forcément le meilleur exemple à suivre pour bien des raisons, et notamment des raisons démocratiques, mais c'est un pays, avec d'autres, qui a fait l'effort de comprendre comment fonctionnait une chaîne de valeur, et là où il était important de maîtriser les points clés de la chaîne de valeur pour être indépendant. Il ne faut pas aller dans une logique autarcique, mais il faut se dire que si on ne comprend pas que les premières étapes sont clés, alors on sera toujours dans ce schéma d'indépendance. Et puis, c'est être capable d'anticiper les besoins. On parle de réindustrialisation, et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours penser l'industrie en delà des usines. On est en train de dire, décarboner, c'est électrifier les productions. C'est utiliser l'électricité, c'est dans les usages, c'est mettre de l'hydrogène. Et tout ça, ça nécessite qu'on consomme plus d'énergie. Et en parallèle, on n'arrive pas à faire émerger le débat. On est en retard déjà sur nos objectifs d'installation de nouvelles unités de production d'électricité. Et on se dit, atteindre la neutralité carbone, ça sous-entend tout ça. Ça sous-entend de faire revenir des usines sur le territoire. Ça sous-entend donc d'augmenter naturellement nos besoins. Et on ne pose pas la question de mais comment on va produire assez d'électricité pour atteindre ces buts. Et on est quand même, pour un pays aujourd'hui, un pays largement développé, une des grandes puissances mondiales, à se dire est-ce qu'on aura assez d'électricité pour approvisionner tout le monde, ou est-ce qu'on risque d'avoir des coupures cet hiver? Alors, quand on est la 6e ou 7e puissance mondiale, je ne sais plus, je suis un peu perdue. Je veux vous dire, je comprends que les gens soient un petit peu stressés et angoissés de ce que devient la France et qu'on soit tenté parfois du pire. Donc, c'est retrouver des équilibres entre le pouvoir d'achat, la compétitivité, la sobriété. C'est faire connaître l'industrie, faire connaître ce que sont la matière et les produits, parce qu'on a trop souvent oublié de quoi était fait ce téléphone, qu'est-ce qu'il y a dedans, mon cahier, le pupitre, ce sont des produits industriels et il faut renouer avec cette culture de la matière. C'est démystifier, c'est expliquer, c'est prendre le temps de débattre et c'est important d'avoir ce débat démocratique. Je crois je dis, ça fait un peu naïf, mais c'est après 40 ans de désindustrialisation, les industriels ont eu la tentation de se replier sur eux. Et aujourd'hui, c'est l'heure de montrer que pour rebâtir notre puissance industrielle, il faut s'ouvrir, il faut réouvrir les usines, montrer aux citoyens ce que c'est. Combien de personnes habitent à côté d'une usine sans savoir ce qu'il se fait dedans? Ça peut être parfois juste des productions mécaniques, hein. On ne parle pas forcément de production chimique, de trucs qui font parfois peur parce qu'on ne le connaît pas. C'est montrer qu'une production sur le territoire, c'est aussi une production qui sera plus maîtrisée qu'ailleurs, que c'est renouer avec la responsabilité environnementale après s'être déresponsabilisé pendant 40 ans. C'est réouvrir des débats qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre sur les productions
polluantes sur notre territoire, mais qui sont toujours moins polluantes et moins dans l'exploitation de l'autre sur le territoire français. Ainsi, l'industrie, comme vous le savez, c'est un levier pour relever les grands défis de ce siècle. C'est le besoin de sortir de visions manichéennes, de ne pas tout opposer et de prendre le temps de ce débat. C'est avoir une vision apaisée de ce qu'on veut faire ensemble et quel projet de société on veut construire ensemble. Et c'est aussi se donner les moyens de nous réaliser, de maintenir notre modèle social et d'imaginer un futur serein où eh bien, se dire « je travaille dans une usine », c'est pas un problème, ça devient plutôt une fierté. Et je vais pas vous faire les grands discours sur la magie parce qu'il y a aussi des métiers extrêmement difficiles et ça, il faut le dire. Mais c'est arrêter de dénigrer en se disant qu'il y aurait finalement les bonnes activités qui ont la place dans une économie moderne et celles qui n'ont pas leur place. Non, pour reconstruire un pays, on a besoin de tout le monde et c'est le message que je voulais vous faire passer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Anaïs. J'ai tenu les 15 minutes. Impeccable dans le timing. Docteur en géographie de l'Institut français de géopolitique. Je vous laisse